7h43, ravi de vous retrouver avec mon invité aujourd'hui, Christian Salmon. Bonjour. Bonjour Guillaume. Christian Salmon, vous allez publier dans quelques jours L'Empire du Discrédit aux éditions Les Liens qui libèrent. Il faut que je vous présente. Vous avez été l'assistant de Milan Kundera. Vous avez également fondé le Parlement international des écrivains, un lieu pour accueillir les écrivains qui ont été martyrisés, poursuivis dans leurs pays respectifs. Et puis, vous avez importé en France un mot, le mot storytelling, au travers d'un livre que vous avez publié, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, aux éditions La Découverte. Et finalement, ce storytelling, vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez nommé en anglais d'ailleurs, ce storytelling, il convient très bien à cette manière de raconter la politique. Je l'ai sous les yeux puisque j'ai les journaux. Comme vous le savez, il n'y a toujours pas de premier ou de première ministre en France. Et par exemple, si je prends cette une de Libération, première ministre de gauche, point d'interrogation, une pression, un déni, alors qu'Emmanuel Macron poursuit ce lundi ses consultations, la proposition des Insoumis d'un soutien sans participation à un éventuel gouvernement Castet, mais les macronistes au pied du mur, ça c'est le titre de Libération. Christian Salmon, qu'est-ce que le storytelling? Rafraîchissez-nous la mémoire et expliquez-nous pourquoi c'est une bonne manière d'observer la politique. Je ne sais pas si c'est une bonne manière, hein. Comme nous l'a démontré les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, qui est un grand storyteller, qui n'a même fait que raconter des histoires, jouer des rôles, investir des personnages depuis son élection. Mais pour rappeler ce qui s'est passé avec le storytelling, je dirais que le storytelling est une technique, un usage stratégique du récit qui, jusqu'aux années 90, était quand même réservé à des fonctions artistiques ou à des fonctions éducatives pour les enfants, ou à des fonctions, disons, anthropologiques, les grands mythes, etc. Et on a un clivage qui apparaît, sinon une rupture épistémologique, dans les années 90, où un ensemble d'usages, de récits à des fins stratégiques, c'est-à-dire le management se met à parler de storytelling management, le marketing dit on ne vend plus des marques, on vend plus des produits, on vend des histoires et les mythes qui sont associés à ces histoires, à ces produits. Et puis, par porosité, ça atteint la communication politique. Et là, c'est globalement, avec Clinton, ça commence, mais surtout avec Bush, qui devient, avec son conseiller Karl Rove, le grand spécialiste du storytelling politique. Obama, en 2008, est effectivement le storyteller politique, avant que les choses changent avec Trump. Mais disons que c'est l'ensemble de pratiques. Ce qui est intéressant, c'est à quel point cet usage stratégique des récits s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est-à-dire, moi qui ai écrit ce livre pour critiquer les dangers d'un usage purement narratif de la politique, des communications, avec les réseaux sociaux qui s'en sont emparés, eh bien, mon livre est devenu une sorte de manuel pour les agences de communication. Il a été traduit dans une dizaine de langues, et partout dans les pays européens, Espagne, Italie, s'est produit le même phénomène qui m'a surpris beaucoup et qui a surpris beaucoup mon éditeur. C'est-à-dire que ça a été une flambée. C'est devenu, et on le sait maintenant, pour dire simplement, lorsque le livre est paru, il y avait une occurrence en français du mot storytelling. Il suffit d'aller aujourd'hui sur Google et on verra qu'il y a des millions d'occurrences. Qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui, ce storytelling qui est construit par les uns et par les autres autour donc de la recherche d'un Premier ministre? Alors, ce qui est intéressant dans la période actuelle, c'est que on est dans une impasse. On est dans une impasse puisque le président apparaît comme une sorte de prince empêché depuis le résultat des élections. Je rappelle que dès 2022, pardon, après les élections législatives, il s'était
gouverner. Ça, c'est les faits. Alors pourquoi? L'histoire est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une Cinquième République qui est un peu la dorsale institutionnelle depuis le général de Gaulle, mais cette dorsale, s'est effritée de tous les côtés. Pourquoi? La souveraineté étatique, avec la mondialisation, avec l'apparition des GAFAM, ces structures multinationales, qui ont des budgets plus importants que les États parfois. On a toutes sortes de pressions, la Constitution européenne, qui aussi fait pression sur les gouvernants. Et donc on a une sorte de pseudo-souveraineté nationale ou de souveraineté nationale diminuée, avec un ensemble de mythes. Et ce qu'a montré les deux élections de 2022 et celle de l'été dernier, c'est au fond et de rôles en tout genre, les a investis comme présidents. C'est-à-dire qu'ils n'exercent pas le pouvoir, ils l'interprètent. Mais est-ce que ça n'est pas aujourd'hui cela la politique? Est-ce que ça n'est pas, justement, vous citez Zelensky. Zelensky était un acteur, c'était même un bouffon pour utiliser l'un des titres de vos ouvrages, puisque vous avez étudié notamment l'irruption du bouffon en politique avec notamment Donald Trump. Zelensky était un bouffon, c'est devenu un chef de guerre. C'est du storytelling, mais c'est aujourd'hui quelque chose de très efficace. Oui, c'est performatif dans le cas de Zelensky. Dans le cas de Macron, je ne sais pas si c'est performatif, parce que le problème, c'est qu'en 7 années, on fera un jour le bilan de cette présidence. Il ne s'est pas passé grand-chose. On pourrait dire que Hollande, qui était quand même un président un peu transparent, a quand même fait le mariage pour tous. Il restera ça. De Macron, il ne restera que des mises en scène. C'est-à-dire que je disais, il n'exerce pas le pouvoir, il l'interprète, il joue des rôles. Et cette interprétation, en même temps, on ne peut pas trop le lui reprocher, parce que le pouvoir présidentiel aujourd'hui est un pouvoir désarmé. Lorsqu'on lui fait cette critique, ou lorsqu'on fait cette critique aux macronistes, ceux-ci rétorquent qu'il y a eu le Covid, avant il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu l'Ukraine, bref, un certain nombre d'événements improbables, ou en tout cas non prévus, qui ont empêché une politique normale, je mets le terme entre guillemets, de se faire. Qu'en pensez-vous, Christian Salmon? Moi, je crois que Emmanuel Macron, qui avait fréquenté l'Élysée sous Hollande, a été élu en pensant que la faute de Hollande, c'était précisément de ne pas raconter d'histoire au pays, de ne pas créer une tension narrative, de créer des séquences, etc. Donc il est arrivé au pouvoir avec cette théorie, cette idée que, au fond, si on racontait une histoire au pays, si on l'embarquait, comme il aime à le dire, tout irait bien. Le pays suivrait. En fait, tout ce que vous citez, les Gilets jaunes, le Covid a un moindre titre, mais quand même, ça a été l'occasion d'un discrédit énorme qui a été porté contre lui, prouve qu'il n'est plus du tout suivi. Simulacre du lepénisme, pourquoi? Alors, le simulacre du lepénisme, c'est formidable, parce qu'on a vécu pendant toute la campagne électorale avec un quasi-premier ministre, Jordan Bardella, et puis la résistance, la mobilisation du front républicain a fait que cet grand espoir, cette quasi-certitude de la part de Marine Le Pen et de son premier ministre se sont effondrés en une soirée. Et en fait, on s'est rendu compte dans cet effondrement du macronisme que Jordan Bardella, vous savez, il est... Effondrement du lepénisme, alors, en l'occurrence. Hein? Effondrement du lepénisme, vous avez dit effondrement du macronisme. Oui, du lepénisme, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus. On s'est rendu compte à ce moment-là que Jordan Bardella lui-même était un simulacre, parce qu'il adore les réseaux sociaux comme TikTok. Vous savez, Jean-Marie Le Pen disait « je suis de la génération Disney ». Bardella est de la génération TikTok. Il poste sans arrêt des messages. Et je dis même qu'il est, c'est un peu le stade IA, intelligence artificielle du lepénisme, parce qu'il débite des contenus un peu comme un robot conversationnel. Et aussitôt après les élections, il a littéralement disparu. De même qu'on a vu pendant la campagne
C'est le grand problème du lepénisme. Tous les collaborateurs, tous les candidats s'effondraient les uns après les autres parce que non préparés, parce que le plan Matignon qui était soi-disant prêt à l'extrême droite, en fait, s'est révélé comme une farce. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Christian Salmon? Ça veut dire que finalement, ces politiques sont des formes vides, et ce sont des signifiants sans signifier. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de significatif et surtout de différent de ce à quoi on assistait auparavant? Ouais, c'est-à-dire que la politique a toujours été associée à une communication. Le général de Gaulle communiquait très bien avec ses conférences de presse, mais le décisionnisme politique était là. Et pourquoi? Parce que le général de Gaulle avait un vrai État dans les mains. Hein. Il avait une monnaie, il avait des frontières, il y avait une souveraineté de l'État que le président chargé de pouvoirs exceptionnels pouvait incarner et diriger. Aujourd'hui, tout ça s'est dilué, il n'y a plus de frontières. Le président est un président sans frontières et sans monnaie, puisque tout est passé au niveau européen. Et donc, on a effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de pouvoir, de puissance d'agir du politique? On est réduit aux apparences, au jeu des apparences. C'est d'ailleurs celui qui le prouve le mieux, qui est peut-être le plus sympathique, c'est Barack Obama, qui a fait une campagne magnifique, mais arrivé au pouvoir, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que... Il a quand même fait l'Obamacare, Oui, une forme de sécurité sociale à l'américaine. Ça n'est pas rien pour ceux qui en bénéficient. vous avez raison de le dire, mais il n'en reste pas moins que, à l'aune de l'espoir déclenché, les résultats ont été réduits. Mais est-ce que ça n'est pas justement une caractéristique du politique? Alors je ne sais pas si c'est lié, comme vous le dites, aux récits qui sont développés, Christian Salmon, mais le fait d'avoir des déceptions successives vis-à-vis des politiques, quels que soient les politiques. Il y a eu une attente vis-à-vis de François Hollande, et puis sa cote de popularité s'est effritée. La même chose est arrivée avec Emmanuel Macron. C'est une forme aujourd'hui, de systématisme vis-à-vis des politiques. Je crois que c'est une règle, comment dire, c'est une tendance observable partout. Sauf que dans les régimes parlementaires, ça ne pose pas trop de problèmes, ce turnover des dirigeants. Chez nous, les dirigeants sont maintenus au-delà du crédit qu'ils obtiennent, au-delà de la confiance qu'ils inspirent par la Constitution. Et donc la chute, à chaque fois, est d'autant plus sévère. Mais alors pourquoi ça ne touche pas les pouvoirs autoritaires? Ça n'a pas touché Narendra Modi, ça ne semble pas toucher Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passe pour les distinguer? Ou alors, dans un autre La registre, Chine. je pourrais par exemple évoquer aussi Benjamin Netanyahou, qui demeure extrêmement populaire en Israël, alors même que bon, la situation est ce qu'elle est. Dans les trois premiers cas que vous avez cités, je crois que c'est assez clair. C'est-à-dire que ce sont des États qui disposent d'une souveraineté. La Chine, la Russie ont une monnaie, ont des frontières, comme on peut s'en rendre compte avec le conflit en Ukraine, où justement ce sont ces frontières qui sont menacées. Et donc il y a un décisionnisme qui est lié à l'exercice réel du pouvoir et de la souveraineté. Dans le cas des pays européens, c'est d'autant plus grave que l'Europe, telle qu'elle est construite, c'est-à-dire qu'on a désarmé les États sans réarmer une citoyenneté européenne, une souveraineté européenne. Donc on est dans un entre-deux sans souveraineté, et les différents régimes politiques, à l'exception peut-être de l'Allemagne sous Merkel, qui a réussi à se maintenir, mais tous les États souffrent de cette perte de souveraineté, et c'est là que ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire que moi je pense que c'est un symptôme du discrédit des politiques. C'est pas seulement des gens extrémistes, etc. C'est-à-dire, comme l'État apparaît comme impuissant, eh bien, on a cette puissance virtuelle des populistes qui se met en place. Matignon fut le récit des vacances et puis c'est aussi le feuilleton de la rentrée. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Christian Salmon. Vous êtes écrivain et essayiste, ancien membre du Centre de recherche Art et Langage de l'EHESS. Vous allez publier dans quelques jours L'Empire du discrédit aux éditions des Liens qui libèrent. On vous doit le mot storytelling, c'est vous qui l'avez importé en France, ce récit
politique. Cette chronique de Jean Lémarie sur la gauche, quel est aujourd'hui le récit que donne à entendre la gauche? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qu'en pensez-vous? J'ai écouté Jean Lémarie, que j'aime beaucoup, parce qu'il a été un des premiers à parler de mon livre Storytelling il y a presque 20 ans, hein, donc on est en bonne compagnie. J'ai écouté attentivement ce qu'il disait de la tentative d'ériger Lucie Castex à Matignon. Je compléterai son point de vue en disant... Parce qu'on l'a lu aussi dans Libé, le chroniqueur de Libé, qui était anciennement sur France Inter, son nom... Thomas Legrand. Thomas Legrand parle beaucoup de l'inculture du politique en France, du compromis, etc. Je crois que ces arguments sont valables dans un régime parlementaire. C'est-à-dire que dans un régime parlementaire, le président appelle Lucie Castex, elle fait ce qu'elle veut, elle tente les différentes solutions que vous avez évoquées, ça ne marche pas, elle s'en va, on tente une deuxième solution, voire une troisième solution. Là, avec le président a le pouvoir de l'écarter. D'ailleurs, Le Monde a titré pendant quelques minutes, vendredi soir, cette réunion, en fait, avec un but, c'est d'écarter Castex. On peut dire ce que vous dites, hein, qui est tout à fait juste, sur la tentative de la gauche, du Front populaire, mais on peut le dire aussi du Bloc central, et on peut le dire du Rassemblement national. Aucune force politique à l'Assemblée nationale n'est capable d'échapper à une motion de censure. Donc c'est bloqué. Hein, donc, si le président avait... Donc, si c'est bloqué, autant favoriser celui qui est arrivé en tête. Hein. Et moi, je ne crois pas aux solutions de compromis, parce que la logique et la cohérence, par exemple, du programme du nouveau Front populaire, je ne parle pas des mesures qu'on peut amender, on peut être conciliant, on peut échelonner les décisions, tout ça fait partie du récit politique possible. Mais la logique du nouveau Front populaire dans son programme économique, c'est une politique de la demande. La logique des autres forces, je mets le Front national, le Rassemblement national de côté, du bloc central, c'est une politique de l'offre, que j'avais appelée d'ailleurs à l'époque une politique de l'offrande, dans la mesure où il s'agissait de faire bénéficier les entreprises, de réduction d'impôts, etc. Donc la tactique de Mélenchon était non seulement habile, mais elle permet de clarifier. C'est-à-dire, est-ce que c'est la présence des ministres de la France insoumise qui pose problème, ou c'est la logique du gouvernement? Et c'est là que ça bloque. Parce qu'en vérité, ils ont déjà répondu, c'est la logique économique et politique du programme. Mais alors, s'il s'agissait d'écarter LFI de cette coalition, le premier groupe serait le Rassemblement national. Si on suivait votre raisonnement, est-ce qu'Emmanuel Macron devrait appeler un membre du Rassemblement national, en l'occurrence Jordan Bardella, pour gouverner la France? Non, parce que si les députés de la France insoumise ne participaient pas, ils participeraient quand même sous la forme d'un soutien sans participation. Jean Lémarie. Question à la fois sur le récit, la manière de raconter ce qui nous arrive là politiquement, et puis sur la réalité arithmétique à laquelle on revient tout le temps. Comment sortir du réflexe majoritaire quand on a une assemblée telle qu'elle est sortie des urnes le 7 juillet ? Parce que c'est ça que les uns et les autres nous racontent. Hein. Je pense qu'Emmanuel Macron joue le timing. Hein, sa lenteur, son ralentissement des délais, etc., vise à se rapprocher le plus possible du mois de juin pour redissoudre l'Assemblée. Simplement, il y a quand même un gap. Hein, il y a près de 9 mois. Si c'est la stratégie qu'il suit, il va falloir qu'il invente de nombreux épisodes. Moi, je ne vois pas de solution arithmétique. C'est ça le problème, c'est que je pense qu'il faut faire un petit recul et se dire qu'est-ce qui est en jeu là-dedans. Et là, moi, je serais très clair et j'abandonnerai ma neutralité axiologique pour prendre parti.
Je dirais que le nouveau Front populaire représente en France, non pas seulement par le nombre de députés, parce que quand même près de 200 députés, c'est pas rien, mais pas seulement de ce point de vue-là, du point de vue des forces qui sont représentées, les syndicats, les forces culturelles, les forces intellectuelles, les forces vives de la nation sont du côté de la gauche. Et à mon avis, Emmanuel Macron fait une grave erreur parce qu'il incarne maintenant clairement le conservatisme, les partis du conservatisme. Jean Lémarie, qu'est-ce que vous en pensez en termes donc de scénarios? Quels sont les différents scénarios possibles aujourd'hui qui s'offrent au chef de l'État? On a bien compris qu'il y avait une question arithmétique qui était indépassable. Est-ce qu'il y a d'autres coalitions envisageables? Comment se pose aujourd'hui le problème? La vérité, personne n'en sait rien aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs si le président de la République lui-même a une idée précise aujourd'hui de la manière dont les choses peuvent se passer. Vous savez que les consultations se poursuivent. Il est question maintenant d'un nouveau cycle de concertation, d'une intervention du président de la République qui voudrait acter, là encore dans le récit, puisqu'il est beaucoup question de récit politique, l'échec des premières discussions et donc officialiser d'une certaine façon son refus de nommer Lucie Questet à Matignon en expliquant pourquoi il le refuse. Mais non, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui peut se passer. Et réellement, moi, dans les discussions que j'ai avec les unes, avec les uns, avec les autres, personne ne sait ce qui va sortir du chapeau. Personne. Il y a différentes hypothèses qui ont été également distillées ou alors inventées par les journalistes qui peuvent avoir leur rôle dans le storytelling. Oui, comme puis le chacun dit lâche des idées Christian aussi auprès Salmon. de journalistes pour tester ses adversaires. L'une des idées qui a été évoquée était de prendre quelqu'un qui, facialement, si j'ose dire, appartient à la gauche, mais diviserait la gauche. Je pense par exemple à Bernard Cazeneuve. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça signifierait, Jean Lémarie? Ah bah c'est évidemment une tentation, une tentative peut-être classique qu'on a vue ces derniers mois. Mais finalement, s'il s'agit de faire du débauchage, même si là le terme ne serait pas exact, puisque Bernard Cazeneuve a pris depuis longtemps ses distances avec le Parti socialiste, et encore plus avec la NUPES, puis avec le nouveau Front populaire. Et il n'est pas député. Et il n'est pas député. Mais politiquement, vous réglez rien. Vous parlez d'affichage, effectivement, de valeur faciale, Guillaume. Mais la valeur faciale ne résout jamais un problème politique. Jamais. C'était pas le cas hier et c'est encore moins le cas aujourd'hui avec l'Assemblée telle qu'on la connaît. Et l'idée de bricoler, de fabriquer une coalition, le terme n'est pas péjoratif. C'est autre chose, ça. Ben oui, mais encore une fois, on revient à ça. Quelle coalition? Quelle coalition? Christian Salmon, on évoque le storytelling. Il n'y a pas qu'en France où il y a de la politique. Je crois qu'il y en a actuellement aux États-Unis et je crois même que les démocrates ont une nouvelle candidate. Je veux parler bien sûr de Kamala Harris. Vous avez consacré un livre à Donald Trump que vous évoquiez comme étant un bouffon, ce qui là aussi était, de votre point de vue, un jugement de fait et pas un jugement de valeur, et ce qui ne l'empêchait pas de faire de la politique. Kamala Harris, son storytelling, selon vous, quel est-il? Alors, ce qui est très intéressant, vous parlez de Trump et de Kamala Harris, c'est que Kamala Harris est proche de Barack Obama depuis 40 ans. Hein. Elle a été parmi ceux qui ont soutenu sa campagne aux primaires. Ils sont très amis. C'est très différent du couple Obama-Hillary Clinton. Ils sont vraiment en symbiose. Ce qui est intéressant dans l'histoire du storytelling, c'est que donc 2008, Obama est élu sur la base d'un storytelling génial, en fait, au moment où la crise économique et financière retentit. C'est-à-dire au moment où justement le storytelling, disons néolibéral, est sérieusement ébranlé. C'est le paradoxe de la victoire d'Obama qui va se solder en 2016 avec Trump, qui ne fait pas du storytelling. C'est ce que j'expliquais dans l'ère du clash. D'un coup, on a quelqu'un qui travaille avec les réseaux sociaux, qui lance des anathèmes, des insultes, et qui mobilise en fait sur le mode du discrédit. Parce que je rappelle, Obama, son slogan, c'était un changement dans lequel on peut croire. Il a fait campagne sur le crédit. J'ai toujours dit, il a été élu pour redonner du crédit à la vie politique, ce qui était un défi absolument terrible. Trump n'est pas du tout dans cette partition-là. Il est élu pour soulever le discrédit. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, juste, Guillaume, je reviens à Kamala, c'est que Kamala renoue avec
l'affiliation Obama et avec le storytelling. Mais alors, votre prochain livre s'appelle L'Empire du discrédit. Christian Salmon, justement, elle a été très largement discréditée, Kamala Harris, lorsqu'elle était vice-présidente, et elle est redevenue, par une opération d'ailleurs que je m'explique mal, puisque je ne connais pas cette femme, je ne suis pas suffisamment attentivement la politique américaine. Aujourd'hui, elle est à nouveau extrêmement populaire. Comment vous expliquez cela? Et on dit même aujourd'hui que c'est l'entourage même de Joe Biden qui avait tenté de la discréditer lorsqu'elle était vice-présidente pour que celle-ci ne fasse pas d'ombre au président. Qu'est-ce que vous en pensez de ce storytelling qui a varié en si peu de temps? Il y a eu un switch qui a été un moment clé, qui a été le débat Trump-Biden. C'est-à-dire que là, le camp démocrate a perçu le danger d'une défaite radicale. Rappelez-vous, Trump avait une voix royale pour être élu, etc. Et donc, la succession, le fait de faire renoncer Biden et de mettre Kamala Harris a soudé complètement le camp démocrate et a permis au camp démocrate de vendre la nouvelle candidate sur un storytelling, j'allais dire, obamaesque, c'est-à-dire une femme, une noire, une indienne, une juge, hein, c'est-à-dire qu'elle est un procureur qui joue le storytelling, le Oui, procureur versus... Elle est dure contre le crime. Voilà, et Trump se trouve identifié au crime puisqu'il a plusieurs procès sur le dos. Donc c'est intéressant de voir le filage. Qu'est-ce qu'il en sortira? On ne peut pas le dire pour le moment, mais je parie, moi, sur un... Vous savez, Obama, quand il y a eu la victoire de Trump, au soir, ils étaient tous à la Maison-Blanche en train de discuter, désemparés, et Obama leur a dit, avec son ton professoral, « L'histoire avance en zigzagant ». Eh bien, s'il y avait victoire de Kamala Harris, le zigzag serait revenu dans son lit, on dira. Mais dans le storytelling qui est donné par un certain nombre de médias, notamment le New York Times, qui est évidemment en faveur des démocrates, c'est le choix entre le meilleur et le pire. Ça aussi, c'est du storytelling ou c'est vraiment ça, le choix entre Kamala Harris et Donald Trump, entre la meilleure et le pire? Non, je dirais pas ça. Je dirais que ce qui m'a frappé dans le duo Trump versus Kamala, c'est justement cette histoire de crédit et de discrédit. C'est-à-dire que dans ses premiers mots au Congrès, elle a joué sur l'optimisme, revenir à une Amérique qu'on aime. Obama a dit une meilleure histoire. Il a terminé son discours. L'Amérique mérite une meilleure histoire. Il est en plein dans le storytelling. D'ailleurs, vous savez qu'après ses 2 mandats à la Maison-Blanche, il a été contracté par Netflix. C'est-à-dire qu'il est devenu un vrai storyteller qui produit des séries. Mais donc, le décalage entre les deux se joue sur le côté négatif de Trump, le fait de jouer sur le discrédit, le fait d'être en colère, d'être agressif, et d'ailleurs il l'est de plus en plus en ce moment, et ce visage un peu enthousiaste, la jeunesse, un nouveau chemin pour l'Amérique, un chemin métissé, renoué avec les années Obama, qui reste extrêmement populaire, etc. Il y a également parmi les récits nationaux qui sont faits, un récit actuellement en France sur les Jeux Olympiques. On a les Jeux Paralympiques qui débutent cette semaine. Il y a eu les JO également cet été. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France s'est en quelque sorte réconciliée dans ce cadre-là? Écoutez, pour être franc, je dirais qu'il y a une forme d'hallucination collective, justement, qui est liée, à l'impasse politique dont on a beaucoup parlé et dont on ne voyait pas comment sortir, l'arrivée des JO à ce moment-là comme une sorte de vacances au double sens du mot, hein, de vacances du pouvoir et de vacances, c'est le mois d'août, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé, je voudrais commenter, vous savez, la grosse polémique parce que ça fait partie du récit des JO. Moi, il se trouve que j'étais en Crète à ce moment-là et j'ai été surpris de voir mes amis crétois
critiqué beaucoup la cérémonie d'ouverture en des termes, vous savez, c'est woke, etc. Nous, nos jeux à Athènes étaient beaucoup plus dignes. Alors, ce que je voudrais dire sur cette fameuse scénographie qui a été vilipendée parce que ça incarnait ou ça évoquait le repas du Christ, le dernier repas du Christ, c'est que j'ai été frappé que les organisateurs et les créateurs de cette série, aussi bien les acteurs comme le chanteur Philippe Catherine que le metteur en scène, se sont excusés un peu en faisant marche arrière, en disant mais non, ce n'était pas tout à fait, on pensait pas à la scène du Christ, on pensait à une scène païenne, à Bacchus, etc. Moi je leur réponds, mais quand on fait ce genre d'événement, c'est pas un problème de conception, c'est pas un problème de ce qu'on a envie de faire, c'est la réception qui compte. Or, en mettant en scène ces 12 autour d'une table, évidemment, où le public pensait à la scène du Christ. Mais alors, j'ajoute, pourquoi reculer ? Parce qu'au fond, c'est parfaitement légitime, on a parfaitement le droit. Parce que quand j'ai vu tous ceux qui dénonçaient, j'ai retrouvé les mêmes personnages qui ont attaqué la dernière tentation du Christ, Scorsese, il y a 20 ans, ou la fatwa contre Rushdie. Vous avez l'université Al-Azhar en Égypte, vous avez le rabbin d'Israël, vous avez l'archevêque de New York, vous avez les archevêques français. Et tous au nom du même principe, la figure du Christ, c'est le monseigneur Lustiger qui avait eu cette formule, la figure du Christ n'appartient pas à l'imaginaire des artistes. Alors, en réponse à ça, je suis frappé d'un article qui était dans Le Monde ces derniers jours du professeur au Collège de France William Marx qui cite un texte du pape sur la littérature. Et c'est William Marx qui le dit, une véritable révolution à contre-pied complet de toute la tradition de l'Église qui a toujours instrumentalisé la littérature, revendiqué le primat de la Bible et de l'Évangile. Le pape François dit, en gros, je résume simplement, dit la littérature c'est un espace d'expérimentation. C'est très important pour remettre en question ce qu'on conçoit comme le bien ou le mal, etc. Bref, une analyse, j'allais dire presque déridienne de ce que la littérature représente pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire déridien dans ce cas-là? Donc, pourquoi Jacques Derrida déconstruit un peu l'armature de la conception de la littérature par l'Église, qui a fait qu'on a accusé Salman Rushdie, parce qu'il n'y a qu'un texte, qu'une voix, on n'a pas le droit de... le pape, dans ce texte que j'invite les auditeurs à consulter, à travers le texte de William Marx, est révolutionnaire, vraiment. Jean Lémarie. Je ne reviens pas sur la cérémonie d'ouverture, mais sur les jeux eux-mêmes et sur le récit politique qui en a été fait, notamment par le président de la République, qui s'est appuyé sur le succès réel, avéré, important des jeux, pour tenter un message politique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et pardonnez-moi, Jean, pour compléter ce que vous venez de dire, et sur le contraste entre ce qui était dit par beaucoup avant ces jeux J'allais y venir, précisément, sur la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, sur notre capacité à réussir ensemble quelque chose d'aussi important. C'est ça que vous voulez dire aussi, Guillaume. Message du président de la République juste après les Jeux. Le message qu'ont envoyé les Français, disait-il, est très cohérent avec les Jeux. Travailler ensemble, c'est ce qu'ils ont dit aux forces politiques. Vous voyez cette espèce de parallèle. On a réussi les Jeux parce qu'on a uni nos forces politiques, et puis aussi la société civile, tous les autres, etc. Et puis la réalité politique, celle de l'Assemblée, celle qu'on décrivait à l'instant. Qu'est-ce que ça vaut, ça, ce parallèle-là ? C'est typiquement du storytelling et du côté pardon. Je vous ai coupé. Allez-y. Non, parce que identifier un spectacle sportif ou des compétitions sportives aux jeux politiques, c'est précisément une réduction qui mériterait dans la copie du président un professeur hors sujet. Jean Lémarie. Oui, absolument. Et en même temps, et moi je vais compléter là ce que vous dites, on a bien senti au sein de la population un vrai plaisir, une vraie joie, cette joie qui précisément manque souvent dans la vie politique aujourd'hui. Pas autour de vous, Christian Salmon. Et une satisfaction à réussir tout de même quelque chose, là où la critique, y compris chez les éditorialistes politiques, est très fréquente. Pas autour de vous, Christian Salmon. Beaucoup de gens, pour ne pas dire une écrasante majorité de Français,
ont regardé les JO, ont été heureux de les regarder, ont été heureux de la manière dont ceux-ci se sont déroulés? Bah, moi, j'étais à l'étranger, donc J'ai c'était même un vu à l'étranger des Français regarder les JO. bon, enfin, pas là où Pas vous. j'étais, pas là où j'étais. J'étais frappé de voir que ça avait peu d'écho en Crète et en Grèce en général. Mais bon, c'est une expérience particulière. Je crois pas que moi, je ne veux pas dénier. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ces jeux ont occupé la place d'un débat politique qui n'a pas eu lieu, donc qui a été repoussé. Et comme vous disiez au début, on est au même point. Deux, cette assimilation du ensemble, tout est possible, hein, c'est en fait le nom du parti du président, et la confusion, parce que cette joie d'être ensemble, pardon, mais on la retrouve, si on veut parler politiquement ou sociologiquement, on la retrouve dans les manifestations, dans la rue, contre la retraite, etc. Hein. J'aimerais terminer par une touche beaucoup plus grave, cet attentat contre la synagogue de la Grande Motte. Là aussi, il se fonde sur un récit, l'importation d'un conflit, l'antisémitisme. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots, Christian Salmon, à ce sujet. Oui, c'est un peu un exercice difficile parce que le sujet, là, on retombe dans un sujet gravissime. Bon, d'abord condamnation absolue et sans réserve. Quand on parle, je suis plus prudent quand on parle d'extrapolation, D'importation. d'importation du conflit. Bah, là, il avait un du- drapeau palestinien, oui, oui, mais semble-t-il. moi j'ajouterais qui importe le conflit israélo-palestinien en France. Ceux qui accusent d'antisémitisme, par exemple, les quatre partis du Front populaire, comment peut-on imaginer... Les, Ah ben, les quatre écoutez, partis, je ne l'ai pas entendu. J'ai surtout entendu des critiques ciblant l'un de ces partis. je vous en prie, le maire de Nîmes, ça fait scandale aujourd'hui, a dit que c'était la France insoumise, bien sûr, mais tous les partis de gauche étaient complices de l'attentat de la Grande Motte. Donc là, il y a une limite, je crois qu'on pourrait terminer là-dessus. Il y a une limite, c'est-à-dire que je crois qu'on ne doit plus tolérer ce genre d'insinuation totalement absurde. Suspecter des gens du Parti socialiste, des écologistes, de la France insoumise ou des communistes qui ont des traditions, pardon, hein, et qui sont plus à même de défendre la question juive en France par leur histoire que d'autres partis qui ont passé l'aide de noblesse.